L'honneur d'un héros oublié. L'histoire de Mason Quinn. L'homme âgé entra dans la salle d'audience, menotté, le visage marqué par le temps baissé. « Non ?» demanda le juge. D'une voix tremblante, il répondit. « Mason Quinn, sergent, corps des marines des États-Unis. » Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Quelques minutes plus tard, alors que le juge parcourait son dossier, elle se figea soudainement. Son visage perdit toute couleur. Ce nom appartenait à l'homme qui avait sauvé la vie de son frère sur le champ de bataille de Fallujah avant de faire le sacrifice ultime. Respectez si vous croyez que l'honneur ne s'efface pas, simplement parce qu'on vieillit ou qu'on devient pauvre. Mason Quinn, 69 ans, était assis sur le banc de la salle d'audience. Ses épaules s'affaissaient sous une vieille veste militaire 2 tailles trop grande. Les néons crus accentuaient les rides profondes creusées dans son visage, autrefois fier par les années et les épreuves de la vie. Des décennies auparavant, il se tenait droit dans son uniforme de service, des médailles sur la poitrine. Aujourd'hui, il attendait le jugement dans des vêtements provenant d'un carton de don d'un refuge pour sans-abri. Le juge appela son affaire. Dossier 47B, Ville contre Mason Quinn. Trouble à l'ordre public, violation de la paix, résistance à l'arrestation. Mason avança, ses mouvements raides à cause de l'arthrite et de vieilles blessures jamais correctement guéries. Vietnam d'abord, puis l'Irak pour son second déploiement. Des blessures visibles et invisibles qu'il portait en silence depuis des décennies. « Monsieur Quinn », commença le procureur, un jeune homme aux dents parfaites dans un costume sur mesure, a été averti à plusieurs reprises derrière le café de la rue Jefferson pour bruit et désordre. Le propriétaire a déposé 3 plaintes ce mois-ci. Ce que le procureur omit de mentionner, c'est que Mason s'asseyait tranquillement derrière le café, se réchauffant près de la hotte de la cuisine lors des nuits particulièrement froides. Il ne mendiait jamais, ne dérangeait jamais les clients. Il cherchait simplement un moment de chaleur lorsque les températures de décembre descendaient sous zéro. L'officier James Reynolds, qui avait procédé à l'arrestation, prit la parole ensuite. « J'ai trouvé l'accusé derrière le café à 23h45. Il a refusé de quitter les lieux lorsque je le lui ai ordonné. » Mason n'avait pas refusé. Il avait simplement demandé 5 minutes de plus pour finir la moitié de sandwich que le cuisinier lui avait discrètement donné. Mais maintenant, discuter semblait inutile, comme autrefois. « Votre honneur, » continua le procureur, « c'est le 3e rapport concernant l'accusé cette année. Nous recommandons des travaux d'intérêt général et une interdiction de séjour de 30 jours dans le quartier commerçant du centre-ville. » Une interdiction de séjour signifierait que Mason n'aurait plus accès au refuge pour sans-abri de la 4e rue, le seul lit chaud qu'il avait connu depuis des mois. Cela signifierait également plus de repas à l'église Saint-Luc les mardis et jeudis. Cela signifierait un véritable isolement pendant les mois d'hiver les plus froids. « Monsieur Quinn », dit le juge Olivia Parker en s'adressant directement à lui. « Avez-vous un avocat? » Mason secoua la tête. L'avocat commis d'office était dans une autre salle pour une audience d'urgence. « Souhaitez-vous faire une déclaration vous-même? » demanda le juge, regardant par-dessus ses lunettes en demi-lune. Mason murmura, sa voix rauque par manque d'usage. « Pas d'excuse, votre honneur. J'essaie juste de rester au chaud. » Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi cet endroit? Demanda le juge, son expression impassible. Le cuisinier, hésita Mason. Jimmy me donne parfois à manger. Je le connais depuis qu'il est petit. Son père a servi avec moi pendant la guerre du Golfe. Et votre service militaire? Demanda le juge Parker,
bien que cette information ne soit généralement pas pertinente dans ce type de procédure. Corps des Marines des États-Unis, 1975-1995, sergent d'état-major, 2e bataillon, 8e Marines en Irak, répondit-il automatiquement, un moment de clarté et de fierté au milieu de la confusion. Le juge prit note, puis continua à examiner les dossiers. Quelque chose dans le dossier personnel de Mason sembla attirer son attention. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et un homme distingué, vêtu d'un costume coûteux, entra. Il s'approcha du greffier, posa un attaché-case en cuir et se tourna vers le tribunal. « Votre honneur, Alexander Rossi pour l'accusé. Je m'excuse pour cette interruption, mais j'ai été mandaté pour représenter M. Quinn. » Mason sembla perplexe. Il n'avait mandaté personne. Il n'avait pas les moyens de payer un avocat, encore moins un homme en costume aussi coûteux. C'est très inhabituel, nota le juge Parker. Le tribunal n'a pas été informé de cette représentation. C'est un développement de dernière minute, votre honneur, répondit Rossi calmement. Je demande une courte suspension pour m'entretenir avec mon client. Le juge Parker regarda l'avocat, puis Mason, son expression toujours impassible. Le tribunal accorde une pause de 15 minutes, annonça-t-elle, avant de se lever précipitamment pour se retirer dans son bureau. Mason se tourna vers l'étranger à ses côtés. « Je n'ai pas d'argent pour un avocat. »« Vous n'en avez pas besoin, » répondit Rossi doucement. « Le cabinet Williams, Rossi et Parker prend votre dossier pro bono. » Mason fronça les sourcils en entendant le nom familier. « Parker, comme le juge? »« Exactement comme le juge, » confirma Rossi. Dans son bureau, le juge Olivia Parker ôta ses lunettes de ses mains tremblantes. Après 20 ans sur le banc, elle s'était entraînée à garder son sang-froid, peu importe ce qui se présentait devant elle. Mais rien ne l'avait préparée à cet instant. « Ce ne peut pas être le même homme, » murmura-t-elle, bien que les détails coïncidaient trop parfaitement. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une photo usée. Elle, jeune femme, à côté de son frère, le lieutenant Jack Parker, dans son uniforme de la marine. Son bras autour de ses épaules, ils riaient tous deux lors de sa cérémonie de promotion. À côté de la photo se trouvait la dernière lettre de Jack depuis l'Irak, le papier usé à force d'être lu. Il y décrivait une bataille près de Fallujah, où son unité avait été sous un feu nourri. Si le sergent d'état-major Quinn n'avait pas été là, avait écrit Jack, aucun d'entre nous n'aurait survécu. Il avait couru sur un terrain à découvert, sous des tirs intenses, pour aider un marine blessé. Puis il avait fourni un feu de couverture pour permettre l'évacuation des blessés. 2 semaines après avoir écrit cette lettre, Jack fut tué par une bombe. Olivia se souvenait des funérailles militaires, du drapeau plié remis à ses parents et du marine qui s'était approché d'elle ensuite. « Votre fils m'a sauvé la vie, » avait-il dit. « J'étais celui qui l'avait mis à l'abri avant. » Le marine n'avait pas terminé sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Le nom de ce marine était Mason Quinn. Olivia avait tenté de le contacter après les funérailles. Elle voulait en savoir plus sur les derniers jours de son frère. Mais l'armée déclara que le sergent Quinn avait été renvoyé en mission. Des recherches ultérieures révélèrent qu'il avait été honorablement libéré après un grave trouble de stress post-traumatique et une lésion cérébrale traumatique lors de sa dernière mission. Et maintenant, 20 ans plus tard, il se tenait dans son tribunal, sans abri, seul, méconnu. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Alexander Rossi entra, l'air préoccupé. « Olivia, que se passe-t-il? » demanda-t-il. En tant qu'ancien associé du cabinet de son défunt mari et ami de la famille, il était l'un des rares à l'appeler par son prénom.
C'est lui, Alex, répondit-elle, désignant la photo. Le Marine qui a sauvé la vie de Jack, qui l'a porté sous les tirs. Les yeux de Rossi s'écarquillèrent en faisant le lien. Le vétéran sans-abri dans votre tribunal, c'est Mason Quinn? Celui que vous avez cherché pendant des années? Olivia hocha la tête. Son dossier militaire le confirme. Fallujah, 2004, même unité que Jack. Il a reçu l'étoile d'argent pour l'action décrite par Jack dans ses lettres. C'est-il qui vous êtes? Je ne pense pas. J'ai épousé Thomas après l'école de droit et j'ai changé mon nom en Parker. Ça fait 20 ans. Elle prit une grande inspiration, se ressaisit. Que lui est-il arrivé, Alex? Comment un marine décoré devient-il un sans-abri qui se retrouve dans mon tribunal juste pour essayer de se réchauffer? Rossi secoua la tête. D'après ce que j'ai pu comprendre lors de notre bref échange, il souffre d'un grave TSPT depuis sa dernière mission. Sa femme l'a quitté pendant qu'il était en service. Ses demandes à l'administration des vétérans ont été englouties dans la bureaucratie. Il a travaillé dans la construction pendant des années, jusqu'à ce que ses blessures l'obligent à arrêter. Puis, la spirale classique, perte d'emploi, expulsion, et finalement, la rue. Olivia ferma les yeux, se remémorant les mots de son frère. Quinn est le meilleur d'entre nous. Quelqu'un qui donnerait tout pour ses camarades, sans hésiter. Si je deviens ne serait-ce que la moitié de l'officier qu'il est, alors j'aurai réussi. Que vas-tu faire? Demanda Rossi doucement. Tu sais qu'il y a des préoccupations éthiques, répondit-elle, reprenant son rôle de juge. Mais il y a aussi des préoccupations éthiques sur la manière dont nous traitons ceux qui ont tout sacrifié pour notre pays. Quand le juge Parker retourna dans la salle d'audience, son attitude était irréprochable, son expression neutre. Mais ceux qui la connaissaient bien auraient pu remarquer un léger tremblement dans ses mains lorsqu'elle disposa les documents devant elle. « Monsieur Rossi, votre client a-t-il décidé de la manière dont il souhaite procéder? » demanda-t-elle d'un ton formel. L'avocat se leva. « Votre honneur, nous demandons l'abandon de toutes les charges. Mon client n'a fait que chercher à se protéger d'un froid potentiellement mortel, un besoin humain fondamental. De plus, nous pouvons prouver que M. Quinn avait la permission du personnel du restaurant de rester sur les lieux. » Ça peut sauver. Le procureur commença à objecter, mais le juge Parker leva la main, le réduisant au silence. « J'ai plusieurs questions pour l'accusé, » dit-elle. Elle tourna son attention vers Mason Quinn. « Votre service militaire mentionne une mission à Fallujah en 2004. Correct? » Mason se redressa légèrement, la mémoire musculaire de décennies de service prenant le dessus. « Oui, votre honneur! 2e bataillon, 8e Marines? Et le 17 avril 2004, étiez-vous impliqué dans une opération à la périphérie ouest de la ville? » La confusion envahit le visage marqué de Mason. « Oui, madame. Nous escortions un convoi lorsque nous avons été attaqués. » Au cours de cette bataille, continua le juge d'une voix remarquablement ferme, vous avez sauvé un marine blessé, le lieutenant Jack Parker, sous le feu ennemi. La salle devint silencieuse. Les yeux de Mason se plissèrent alors que les souvenirs refaisaient surface. « Lieutenant Parker, » répéta-t-il lentement. « Oui, jeune officier, un homme bien. Il a été touché en essayant d'atteindre un médecin blessé. » Le regard de Mason devint lointain. « Je l'ai atteint, je l'ai tiré derrière un mur. Il n'arrêtait pas de dire que je devais le laisser et mettre les autres en sécurité d'abord. » Dans la galerie des visiteurs, un homme aux cheveux argentés, vêtu d'une veste de la Ligue du corps des marines, se pencha en avant, visiblement ému par ce qui se déroulait. « Et qu'est-il arrivé au lieutenant Parker? » demanda le juge Olivia Parker, son expression professionnelle intacte, bien qu'elle tremblât intérieurement. « Nous l'avons conduit à l'évacuation médicale, » répondit Mason, sa voix s'abaissant.
J'ai entendu plus tard qu'il était arrivé en Allemagne et quelques semaines après, il était de nouveau en patrouille. Son véhicule a été touché par un engin explosif improvisé. La voix de Mason se brisa légèrement. Toutes ces années, je me suis demandé si je lui avais fait plus de mal que de bien en le sortant de là, juste pour qu'il meure plus tard. L'homme aux cheveux argentés dans la galerie bondit, incapable de se retenir. « C'est lui! » cria-t-il. « C'est le sergent d'état-major Quinn. J'étais là ce jour-là. Il nous a sauvés 6 d'entre nous. » Le juge Parker frappa une fois avec son marteau. « Silence! » ordonna-t-elle, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. La salle se calma lentement, la tension vibrant dans l'air. Mason Quinn baissa les yeux, mal à l'aise face à cette soudaine attention. Le marine aux cheveux argentés se tenait droit malgré lui. Le procureur intervint. « Votre honneur, aussi honorable que soit le service militaire de M. Quinn, cela n'a pas de pertinence pour cette affaire. Le tribunal pense autrement, » interrompit le juge Parker. « Cela a toute la pertinence. » Elle posa délibérément son marteau. « Cette cour va prendre une pause de 10 minutes. Greffier, assurez-vous que M. Quinn reste dans la salle. » En se tournant pour partir, elle s'arrêta et, chose inhabituelle pour un juge, chercha le contact visuel avec l'accusé. « Monsieur Quinn, quand je reviendrai, il y a des choses dont nous devons discuter. Des choses qui vont au-delà de cette accusation. » La façade professionnelle d'Olivia s'effondra enfin dans ses yeux. Avec des doigts tremblants, elle pressa sa main contre ses lèvres pour réprimer les émotions qui attendaient leur libération depuis 20 ans. Après plusieurs respirations profondes, elle prit le téléphone. « Colonel Matthews? Olivia Parker. Oui, je sais, ça fait longtemps. J'ai besoin d'une faveur. Immédiatement. » Quand le juge Parker revint exactement 10 minutes plus tard, elle n'était pas seule. 3 marines en uniforme entrèrent dans la salle derrière elle. Un colonel, un sergent-chef et un caporal portant une boîte en bois poli. La salle bourdonna, des murmures parcourant les rangs. Mason Quinn se leva par réflexe, sa mémoire musculaire surpassant son inconfort physique. Le juge Parker s'assit, observa la salle bondée et, pour la première fois de sa carrière, ôta ses lunettes et les posa de côté. Elle ne parlait plus en tant que juge, mais en tant que personne. Avant de continuer, je dois révéler un lien personnel avec cette affaire. Le lieutenant Jack Parker, dont l'accusé a parlé, était mon frère. Un murmure audible traversa la salle. Mason écarquilla les yeux, oscillant entre reconnaissance et confusion. Il y a 20 ans, mon frère a écrit à notre famille au sujet d'un sergent d'état-major qui lui avait sauvé la vie à Fallujah. Un homme qui a couru sous un feu nourri pour l'atteindre après qu'il eût été blessé et qui a continué à fournir un feu de couverture pour que d'autres puissent se mettre à l'abri. C'est remarquablement calme. Cet homme était le sergent Mason Quinn. Le marine aux cheveux argentés dans la galerie cria « C'est vrai, votre honneur, j'étais là. » Quinn a été touché 2 fois alors qu'il portait le lieutenant. Le juge Parker le remercia d'un signe de tête. 2 semaines après cet incident, mon frère a été tué au combat, commença-t-elle. Lors de ses funérailles, plusieurs Marines sont venus voir notre famille pour raconter des histoires sur le courage de Jack, mais aussi pour nous parler du sergent d'état-major qui l'avait sauvé lors de cette précédente fusillade. Cela signifiait que nous avions eu 2 semaines de plus avec Jack que nous n'aurions jamais eues autrement. Elle regarda directement Mason. « Après la mort de mon frère, j'ai essayé de vous retrouver, sergent Quinn. Le corps des Marines m'a dit que vous étiez immédiatement reparti en mission. Des années plus tard, on m'a dit que vous aviez été honorablement libéré, mais ils n'avaient pas le droit de me dire où vous étiez. » Mason resta immobile, son visage marqué un masque d'émotions contradictoires.
Je n'ai jamais cessé de chercher, dit le juge Parker. Et maintenant, par ce qui ne peut être qualifié que de destin ou de providence divine, vous vous tenez ici, dans mon tribunal. Elle fit signe au sergent-chef, qui s'avança. Le sergent James Matthews était le commandant de mon frère. Il a quelque chose à dire. Le sergent Matthews se plaça devant le bureau du juge. Sergent Quinn, le corps des Marines a essayé de vous retrouver pendant des années. Votre dossier faisait partie des milliers examinés dans le cadre de l'initiative de réévaluation des vétérans. De nouvelles informations sur votre service en Irak et en Afghanistan ont nécessité une réévaluation de vos dossiers et de vos droits aux prestations. Un homme libéré s'avança et ouvrit la boîte en bois qu'il portait. À l'intérieur, une médaille brillait sur un ruban bleu. Au nom du ministre de la Marine et en reconnaissance de votre bravoure et de votre détermination extraordinaire, le 17 avril 2004, la Croix de la Marine est décernée au sergent Mason J. Quinn du Corps des Marines des États-Unis. Un murmure choqué parcourut la salle. La Croix de la Marine est la deuxième plus haute distinction des forces armées américaines, juste après la médaille d'honneur. Des dossiers récemment déclassifiés confirment que ce jour-là, vos actions ont non seulement sauvé le lieutenant Parker et 5 autres Marines, mais ont également permis une contre-attaque qui a probablement sauvé l'ensemble du convoi, déclara le colonel Matthews. Toile d'argent a été réévaluée en conséquence. L'expression stoïque de Mason s'effondra enfin. « Ça doit être une erreur », dit-il d'une voix rauque. « Je n'ai fait que mon devoir. » Pas d'erreur, sergent, confirma le colonel. Cet honneur est largement mérité. Une voix dans l'audience cria « Garde à vous !» Le marine aux cheveux argentés et plusieurs autres dans la salle, reconnaissables à leur posture même en civil, se mirent au garde-à-vous et saluèrent Mason Quinn. Un par un, ils se levèrent jusqu'à ce que tout le monde dans la salle soit debout. Même le procureur, tiraillé entre le protocole et la décence humaine, se leva avec un respect visiblement sincère. Le juge Parker, les larmes aux yeux, parla d'une voix tremblante. Au vu de ces circonstances, toutes les charges contre le sergent d'état-major Mason Quinn sont abandonnées avec préjudice. Elle frappa avec son marteau. Cette audience est close. Après les formalités, le sergent-chef s'approcha de Mason avec une tablette. « Monsieur, nous avons essayé de vous contacter pour traiter vos prestations VA mises à jour. Votre degré d'invalidité a été réévalué à 100% lié au service, à compter du jour de votre libération. » Qu'est-ce que c'est que ça signifie? Demanda Mason, encore submergé. Cela signifie des paiements rétroactifs considérables, monsieur, ainsi qu'une couverture médicale complète, un logement et une formation, si vous souhaitez en bénéficier. Alexander Rossi s'avança. Et notre cabinet veillera à ce que tout soit traité immédiatement, monsieur Quinn. Plus de retards bureaucratiques. À l'arrière de la salle, Jimmy, le cuisinier qui apportait régulièrement à manger à Mason, avait les larmes aux yeux. Mon père disait toujours qu'un Marine avait sauvé toute son unité, et il disait que si je rencontrais un jour un Mason Quinn, je lui devais tout. Il tendit la main. Je n'aurais jamais pensé que c'était vous tout ce temps. Le procureur, visiblement ému, s'approcha également de Mason. « Monsieur, je n'avais aucune idée. Veuillez accepter mes excuses pour la manière dont cette affaire a été traitée. » Mason se tenait au centre de cette soudaine attention, sa posture retrouvant peu à peu une dignité, comme si le poids d'un honneur non reconnu avait enfin été ôté de ses épaules. Le juge Parker quitta le banc, mettant de côté sa distance professionnelle.
Elle se tint devant Mason, sa voix douce mais claire. « Mon frère m'a écrit que vous lui aviez dit quelque chose quand vous l'avez mis à l'abri. Vous avez dit « Aucun marine ne reste derrière tant que je respire ». Aujourd'hui, Sergent Quinn, nous honorons enfin cette promesse pour vous aussi. 2 semaines plus tard, Mason Quinn se tenait devant un miroir dans un appartement qu'il n'arrivait toujours pas à croire être le sien. Le programme de logement pour vétérans avait accéléré son dossier et l'avait placé dans un appartement d'une chambre dans un complexe conçu pour les anciens sans-abri. Les murs étaient nus, sauf pour un objet encadré. La croix de la marine récemment décernée, exposée dans une vitrine avec ses cœurs pourpres originaux et ses insignes de service, qu'Alexander Rossi avait somehow récupéré dans une boîte d'entrepôt. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Le juge Olivia Parker se tenait dans le couloir, sans sa robe, tenant une petite boîte. « Puis-je entrer, Sergent Quinn ?» demanda-t-elle. Mason la laissa entrer, encore un peu dépassé par sa nouvelle réalité. « S'il vous plaît, juste Mason, votre honneur. »« Alors je suis juste Olivia, » répondit-elle avec un petit sourire, « du moins en dehors de mon tribunal. » Ils s'assirent dans le petit salon. La maladresse de leur connexion inhabituelle flottait entre eux. « J'ai apporté quelque chose que je pensais que vous aimeriez voir, » dit Olivia, ouvrant la boîte pour en sortir un paquet de lettres. Ce sont celles de Jack. Il écrivait à notre famille chaque semaine pendant son service. Elle tendit une lettre à Mason. Celle-ci vous mentionne particulièrement. Elle a été écrite le lendemain de l'incident où vous l'avez sauvé. Les mains de Mason tremblaient alors qu'il dépliait le papier. L'écriture du lieutenant Parker était nette et précise, comme Mason s'en souvenait des rapports. « Maman et papa », lut-il à voix haute, « ne vous inquiétez pas de ce que vous entendez aux nouvelles. Je vais bien grâce à l'un de nos sous-officiers. Le sergent d'état-major Quinn a fait quelque chose hier que je n'arrive toujours pas à croire. Quand notre unité a été touchée, il a couru à travers un feu qui aurait arrêté n'importe qui d'autre. Il ne m'a pas laissé derrière, même quand je lui ai ordonné de le faire. Il a dit « Aucun marine ne reste derrière sous ma garde. » La voix de Mason faiblit. « Il écrivait souvent à votre sujet, » dit Olivia doucement. « Il disait que vous étiez le marine qu'il aurait aimé devenir. » C'était un bon officier, répondit Mason. Jeune, mais il prenait soin de ses hommes. C'est rare. Après sa mort, je suis entré en faculté de droit, dit Olivia, faisant un geste vers l'appartement. Tout cela, le programme du tribunal pour vétérans, l'initiative de logement, a commencé à cause de ce que Jack a écrit sur vous, sur la manière dont le système abandonne parfois ses héros. Mason détourna le regard, mal à l'aise face à tant de reconnaissance. Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est ce que disent toujours les héros, dit Olivia doucement. Elle hésita un instant, puis poursuivit. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. Le jour où Jack est mort, il dirigeait une patrouille pour traquer un groupe de rebelles qui ciblait des civils. Il s'était porté volontaire pour cette mission. Sa dernière lettre à nous disait qu'il essayait de vivre selon l'exemple que vous lui aviez donné. Cette déclaration frappa Mason plus fort que n'importe quel coup physique. Pendant 20 ans, il avait porté le fardeau de la survie, se demandant si sauver le lieutenant n'avait fait que retarder l'inévitable, si ses efforts dans le chaos de la guerre avaient fait une différence. « Il n'est pas mort à cause de vous, » dit Olivia,
comme si elle lisait ses pensées. Il a vécu comme il l'a fait, grâce à vous. Ils restèrent assis là, deux personnes liées par la perte et l'honneur à travers les décennies. Dehors, la neige commença à tomber doucement, enveloppant la ville dans un silence blanc. Enfin, Mason parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. Toutes ces années dans la rue, je pensais que personne ne se souvenait, que tout cela n'avait rien signifié. Cela a tout signifié, lui dit Olivia. Pour Jack, pour les autres Marines, pour moi. Alors qu'elle se préparait à partir, Olivia posa doucement sa main sur l'épaule de Mason. Jack disait toujours que la vraie valeur d'un Marine ne réside pas dans ce qu'il fait quand tout le monde regarde, mais dans ce qu'il fait quand personne ne regarde. Vous avez incarné cette vérité, même quand le monde a détourné les yeux. Mason se tenait plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années. Une dignité silencieuse revenait dans sa posture. « Quelqu'un s'est souvenu de mon nom, » dit-il simplement. « Après tout ce temps, quelqu'un s'est souvenu. » Dans ce moment silencieux, quelque chose de longtemps brisé commença à guérir, pas seulement pour Mason Quinn, mais pour tous ceux touchés par son honneur méconnu. Certains sauvent les autres de la mort, mais passent leur vie à se sauver de l'oubli. L'honneur n'a pas besoin de gloire. Parfois, un moment de reconnaissance suffit pour aider quelqu'un à se tenir à nouveau la tête haute. Je ne veux laisser personne derrière. Chacun mérite d'être entendu et respecté. Si vous y croyez, commentez « respecte » pour montrer que vous vous tenez du côté de la bonté et de la justice. N'oubliez pas de vous abonner à Tally Strength pour partager plus d'histoires qui touchent le cœur.